Sans concession, saison 2, c'est maintenant et on commence à la Fédération française de motocyclisme où on va parler de sport moto bien sûr, mais on va accueillir de nouveaux chroniqueurs, de nouvelles rubriques dans Sans concession et on aura un invité de marque avec Christophe Guyot. Son actualité, il va nous parler aussi du Grand Prix de Grande-Bretagne. À la FFM, on parlera évidemment de circuit avec un essai de la Yamaha R3 sur le circuit Carole et puis un débat sur la détection des futurs talents, un sujet cher à la FFM. Allez, suivez-moi. C'est la rentrée de Sans concession et nous sommes à la Fédération française de motocyclisme pour cette rentrée. Merci Jacques Boll de nous accueillir. Bonjour à tous et bonjour à vous. Avec nous également et comme toujours Eric Sélis. Bonjour David. Salut Eric. Et puis pour cette rentrée, nous vous avons préparé deux nouvelles rubriques avec de nouveaux chroniqueurs et une nouvelle chroniqueuse, Alison Aigrin, est parmi nous. Salut Alison. Salut David, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et d'introduire Sans concession. Donc on est dans le hall de la Fédération française, c'est le siège ici, avenue Parmentier à Paris. On est entouré de motos qui ont une particularité, Jacques. Elles sont toutes françaises, elles ont toutes été fabriquées en France. La plus ancienne date de 1929, la plus récente, une Sherco de vitesse, date de 2016. Tu connaissais Dollar, Eric Non, pas du tout. Pour être franc, non, pas du tout. Je cherchais la Pernod, mais je la vois pas. Elle est présente à la Fédération, mais on l'a remise au sous-sol pour l'instant. Donc il y a des JCM, oui. Si je peux me permettre, est-ce que tu as eu un coup de cœur sur une des motos ou du moins est-ce que tu as fait un essai avec l'une d'elles ? Non, moi j'ai roulé avec aucune des motos présentes ici, mais bien sûr la 250 Pernod j'ai roulé avec puisque j'ai même remporté un Grand Prix avec cette machine il y a 35 ans aujourd'hui. C'est l'anniversaire, hein. On était le week-end dernier à Silverstone. Anniversaire arrosé, je crois. Oui, on l'a bien arrosé l'anniversaire. Eh bien, ces motos, laquelle est la plus emblématique de la production française ? Peut-être la Vauxhall ? Oui, la Vauxhall, c'était la dernière grande aventure industrielle française. On a essayé de relancer cette industrie qui était très importante jusqu'à la fin des années 50. Il faut rappeler que Peugeot, Motobécane ont construit de très nombreuses machines à l'époque. Motobécane a réessayé dans les années 70 sans succès. Et Vauxhall est le dernier essai qui malheureusement n'a pas abouti. Et puis il y a une moto électrique derrière moi, une moto électrique de Motoball. C'est une moto électrique et ça démontre la volonté de la Fédération de travailler sur cette forme d'énergie, même si on n'est pas persuadé que ce soit forcément la grande solution. En tout cas, dans certaines disciplines, l'électricité peut être une solution. Oui, il y a une cohérence par rapport au motoball ou aussi par exemple au trial où on en a parlé. On a vu également Yamaha qui arrivait avec une nouvelle moto électrique. Il y a certaines catégories qui ont un sens. Donc le Motoball, on va peut-être organiser une petite session l'été prochain. Allez, pourquoi pas. La France a participé à un championnat du monde de Motoball là. Oui, championnat d'Europe. Absolument, elle monte sur le podium. Ça fait 2 ans qu'on monte sur le podium du championnat d'Europe. D'accord, c'est pas encore les motos électriques. Non, pour l'instant, on roule encore avec des motos thermiques sur le championnat d'Europe, mais par contre, les pilotes juniors de certaines équipes françaises roulent avec des motos électriques. Alison, les motos électriques, tu as déjà essayé ? Justement, pas du tout encore, mais ça serait une grande curiosité et pourquoi pas prendre ça en challenge pour une prochaine rubrique en tout cas. Alors quelques infos en bref avec Mathieu Lagrive, un éminent pilote au palmarès très long qui vient d'être titré en IRRC, c'est l'International Road Racing Championship, une ligne de plus à son prestigieux palmarès. Mathieu, ouais, il roule fort partout, on le sait, on le savait. Il a fait du championnat du monde Superbike, du championnat du monde Super Sport, l'endurance, là, voilà, l'IRGP, c'est bien. Ouais, et puis justement, les courses sur route avec la disparition cet été, hélas, très triste de Fabrice Miguet lors de l'Ulster GP. Fabrice Miguet, on l'avait reçu lors de la première émission de l'année 2018. Et Bernard Faux a fait un très beau film en hommage à Fabrice Miguet, à la disparition de Fabrice. On pense à lui, à ses proches et à toute la famille des courses sur route. Autre disparition cet été, celle de François Hetterlé qui a eu une longue carrière chez de nombreuses marques japonaises, Suzuki, Shoei et puis François Hetterlé, donc auquel on pensera lors du prochain Bol d'Or. Oui, il devait disputer le bol d'argent avec Philippe Chanin, d'ailleurs, journaliste qu'on connaît bien également, et malheureusement ça se fera pas, et c'est dommage parce que c'était un des personnages passionnés également que compte la moto en France, François Hetterlé.
Alors au niveau des circuits, des courses et des grands prix, il y a un film qui sort en Australie, un film consacré à Wayne Gardner qui sortira début septembre sur les écrans australiens, hélas. Australian motorcycling ace Wayne Gardner. Wayne Gardner. Wayne Gardner, #1 sporting hero down under. On aimerait bien que ça arrive en France. Oui, ça va être bien, ça va permettre de découvrir le personnage qui était Wayne Gardner et qui est toujours Wayne Gardner parce qu'il est toujours sur les Grands Prix puisque son fils roule en Moto 2, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, en Moto 2, c'est ça. On salue l'arrivée d'une nouvelle émission moto sur la chaîne Motorsport TV intitulée Motor One Ride. La première diffusion aura lieu le 27 septembre et puis Motorsport TV diffuse le championnat de France Superbike. Oui, tout à fait. Enfin, certaines épreuves du championnat de France. Du FSBK, voilà, c'est ça. Donc, Alison, on était à Carole, où s'est déroulé le championnat de France Superbike, justement. Toi, tu as participé à des journées, des matinées plus exactement, organisées par la FFM, des matinées 100% féminines. Exactement, c'est ça. Donc moi, j'ai la chance de faire de la piste assez régulièrement. Ça fait maintenant 3 ans que je roule sur circuit. Ma première année, c'était avec un ER6N et j'ai donc participé à cette journée 100% féminine. Donc Alison, on va retrouver cette rubrique qui va s'appeler Talons et Guidons, comme ton blog, et on va retrouver évidemment ton actualité en moto. L'idée, voilà, c'est vraiment de créer une rubrique qui s'appelle Talons et Guidons, enfin qui est déjà mon blog actuellement, mais en fait, c'est pour tout ce qui va être essai, mais aussi rencontres, interviews, ça peut être des pilotes féminines, ça peut être des femmes qui font partie de la police moto, gendarmerie moto. Voilà, l'idée c'est vraiment d'aller rencontrer des profils féminins et peut-être aussi avoir des avis d'hommes par rapport aux femmes de ce milieu et montrer que les hommes aussi acceptent de plus en plus les femmes parmi ce milieu dit justement masculin, comme on l'a dit tout à l'heure. D'accord, alors notamment tu as rencontré Christophe Guyot, c'est lui qui t'a montré lors des premières éditions des matinées 100% féminine. Effectivement, c'était le coach des 2 premières années et c'est grâce à lui aujourd'hui que je prends très bien ma para à Carole puisque effectivement il m'a montré une belle trage qui permet de réaccélérer et de passer sa 3. Une trage, la voilà. para, qui est quoi La parabolique. Ouais, la parabolique, oui, pardon. Non, parce que comme ça fait un peu la peur. trajectoire dans la parabolique. La trajectoire dans la traduction. Alison n'est pas encore dans les forces spéciales, elle n'a pas fait son brevet parachutiste. Voilà. Oui, pardon, la parabolique à Carole. D'accord, très bien, Alison. Eh bien, merci d'être venue. Puis on se retrouve bientôt dans son concession pour une rubrique Talons et Guidons. Et puis nous, on va accueillir justement Christophe Guyot pour la suite de l'émission. En attendant, on va regarder l'essai de la R3 puisque ça fait partie des prestations qui sont proposées par le circuit Carole, la location d'une R3 les mercredis après-midi, Jacques. Et puis nous, on a profité de cette opportunité sur le circuit Carole. On regarde ça tout de suite. Avec sa technologie basse pression pour un patch de contact avec la piste plus grand, avec un nouveau mélange multigomme dérivé de la gamme KR, le Dunlop Sport Smart TT, route ou piste, plus besoin de choisir. Alors on avait dit 16h, il est 16h, je suis à l'heure. On y va tranquille, on est en voiture, c'est le retour des vacances, mais je vais reprendre le guidon. Tranquillement, je sais pas parce que c'est avec une sportive qu'on va rouler sur le circuit Carole juste avant le championnat de France Superbike. C'est une sportive de 321 cm3, une Yamaha. On va voir ce que ça donne. Bon, pour une reprise, c'était une reprise, je suis en nage, on est au mois d'août. Mais bon, cette moto, elle ne fait que 321 cm3. C'est la version intermédiaire entre la 125 YZF et la fameuse R6. Elle fait 42 chevaux et 42 chevaux, c'est suffisant pour les sessions du mercredi après-midi sur le circuit Carole où on peut emprunter la moitié du circuit Carole. Heureusement, la moitié la plus sinueuse. Donc on a la petite descente, on a la parabolique, un freinage, on revient sur la piste et puis derrière on a tout un enchaînement de petits virages plutôt lents qui se prêtent à cette moto, à la puissance modérée mais tout de même suffisante, 42 chevaux c'est pas mal, de cette R3.
Cette R3, elle a tout d'une sportive, elle a notamment les qualités de châssis qu'on retrouve, on reconnaît l'ADN Yamaha sur cette R3, et puis elle a des qualités notamment au freinage qui mettent en défaut la fourche de 41 mm de diamètre. Donc la fourche, elle talonne un petit peu sur les gros freinages comme on peut avoir sur le circuit Carroll, c'est un circuit de freinage. Mais bon, vraiment, on s'est régalé avec cette moto. Alors on rappelle que cette moto est éligible au championnat 400 Promo Sport et également au championnat du monde 300 Super Sport dans le cadre du championnat du monde Superbike, un championnat qui a été mis en lumière avec la première victoire d'une fille. C'était dans cette catégorie Super Sport 300, mais c'était au guidon d'une Kawasaki. Allez, on se dirige dans la fameuse tour du circuit Carroll pour en savoir plus sur les conditions de roulage au guidon de cette R3. Salut Roland. Bonjour David, tu vas bien? Ouais, ça va, on a une belle vue d'ici. Ouais, magnifique. On est mercredi entre 16h30 et 19h, c'est l'heure des 400, des 300, des 500, c'est quoi le principe? C'est exactement ça, c'est un mercredi après-midi pour les débutants en moto, donc de 300 jusqu'à 500 maximum. Et c'est pour aussi les gens qui n'auraient pas de moto, on peut louer la moto, l'équipement, on peut tout louer pour s'essayer à la moto sur la piste, en toute sécurité bien sûr. Les motos à louer, c'est la fameuse Yamaha R3. Tout à fait. On l'a essayé. Cette moto, quelles sont les conditions pour pouvoir la louer? Alors en fait c'est tout simple, en fait il suffit d'appeler l'accueil, d'avoir une pièce d'identité, de prendre un passe-circuit et de réserver la moto le jour où on veut venir un mercredi après-midi. Et c'est tout simple, c'est juste ça. Ça coûte combien? Alors c'est 100 € de 16h30 à 19h. D'accord. Voilà, on loue aussi l'équipement. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que nous, ce qu'on veut, c'est que les gens aient le permis moto, qui savent déjà faire de la moto, parce qu'on n'est pas là pour apprendre à faire de la moto. On est vraiment là pour accéder à la piste. Donc ce qui est nous, l'idéal, c'est des gens qui font de la moto tous les jours, qui veulent s'essayer la piste, ça c'est possible. D'accord, avec des R3, vous en avez combien des R3? Alors on a 3 R3 aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a comme préparation sur ces motos? En fait, très peu de choses. Le carénage qui a été modifié, c'est un carénage course bien sûr, la ligne d'échappement et les durites aviation, ce qu'on appelle les durites aviation qui améliorent le freinage. C'est tout, le reste c'est d'origine. Nous ce qu'on veut, c'est que les gens qui n'osent pas accéder à la piste, c'est une formule vraiment sécurisée avec peu de monde et aujourd'hui c'est plus facile d'accéder à la piste comme ça. Bon, merci Roland, moi il me reste une petite demi-heure, je vais retourner un petit coup en piste. Avec plaisir. Merci. Voilà, donc cette R3 sur le circuit Carroll, ça fait partie des activités, on le disait, proposées par le circuit. Un circuit dont on va parler tout de suite avec notre invité Christophe Guyot. Salut Christophe. Bonjour David, bonjour à toutes et à tous. Voilà, et le circuit Carroll, tu connais bien, puisque tu y vas régulièrement, Christophe. C'est ton terrain de jeu en fait. Oui, je pense que de nombreux pilotes ont débuté grâce au circuit Carroll. C'est le seul circuit de France qui a une vocation sociale qui permet de rouler gratuitement les week-ends, en tout cas un week-end sur deux. Et la fédération a pérennisé ce travail ancestral, qui date maintenant de plus de 30 ans. Et c'est pour moi un des chantiers phares énormes qu'a mis en place la fédération. Alors la fédération est propriétaire du circuit Carroll, Jacques, c'est ça? Pas tout à fait. Non, on est gestionnaire de l'équipement. Il faut savoir que c'était un équipement géré par une collectivité publique jusqu'en 2012. Et en 2012, celle-ci s'est retirée. Et donc le ministère, qui est le propriétaire, le ministère des Sports, qui est le propriétaire de l'équipement, nous a demandé de le gérer, ce qu'on fait depuis 2012. D'accord. Alors les circuits, vous êtes beaucoup impliqués dans les circuits, la fédération, sous ton impulsion, notamment auprès des circuits de cross. Dont vous avez racheté certains terrains. Oui, alors là c'est exactement l'inverse. Là on n'est pas gestionnaire comme on peut l'être sur le circuit Carroll. On est simplement propriétaire des équipements, c'est-à-dire qu'on rachète les équipements et les clubs qui sont sur place continuent à gérer l'activité sportive. Christophe, quelles activités tu as, toi, avec le GMT 94, avec ton GMT 94, quelles activités tu as sur le circuit? C'est régulier, c'est tout le temps, c'est un circuit d'entraînement, c'est notre circuit d'entraînement, c'est très proche de chez nous et tous nos pilotes s'entraînent à Carroll sur David Cheka, y compris nos anciens pilotes comme Kenny Forêt qui a fait un super chrono, qui a fait le record absolu de la piste en course, 59,7, bravo à lui ce week-end. Tous les pilotes qui sont passés par chez nous, je crois, ont retenu que ce circuit était fabuleux pour l'entraînement.
crois d'ailleurs que David dit que si on allait vite à Carroll, on allait vite partout. David Cheika. David d'ailleurs qui est le recordman absolu de la piste. Ouais, c'est sous la minute également. Hein, c'est le premier à être passé sous la minute 59,5. Hein, alors 59,4 exactement, mais il l'a réalisé dans des conditions hors compétition, donc c'est un peu plus facile que ce qu'a réalisé Kenny Forêt hier. Moi j'étais impressionné par son chrono. On peut imaginer que Kenny, pour moi je verrais bien Kenny sous la barre des 59 avec la moto qu'il a. Une amende. Une amende pour Christophe Guyot. Donc sous la barre des 59, Kenny. Ah oui. Oui, donc David a fait 59,4 et Kenny Forêt 59,7, mais en situation de course, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on ne peut pas passer beaucoup de pneus. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais, les pneus, David en avait passé quand même quelques-uns avec 8, Michelin. Hein. Pour être précis, 8. Et ça, il est évident que Kenny n'a pas pu passer 8 pneus. Et au deuxième pneu, David n'était pas en 59,7. Hein, il a vraiment fait 59,9, 59,8, 59,6. C'était vraiment très, très régulièrement. Il a fallu du temps. Je suis vraiment impressionné par le chrono qu'a réalisé Kenny Forêt. On peut imaginer que s'il mettait les mêmes conditions, s'il se mettait dans les mêmes conditions que nous, il passerait la barre des 59. Mais je crois qu'on va faire mieux que l'imaginer. Tu vas venir avec lui et tu vas battre le record. Puisque tu nous as annoncé clairement un chrono en dessous des 59 secondes. Il y a juste deux problèmes, c'est qu'il est plus pilote du GMT. Non, et puis je dirais que l'objectif, c'était avec la fédération d'ailleurs, ce chrono record de David Cheika avait du sens. C'était juste avant que ne revienne le championnat de France à Carroll. Et ça avait beaucoup de sens pour dynamiser, démontrer que c'est un vrai circuit, qu'on n'a pas fait ça avec une mobilette, mais avec une moto, une 1000 cm3, que plus les motos sont puissantes, plus on va vite à Carroll aussi. Et c'était quand même le but de donner de l'enthousiasme, de l'optimisme et permettre à tous les sportifs de haut niveau d'aller avec ce circuit avec motivation. Alors l'enthousiasme et la motivation, on y revient tout de suite avec les tops et les flops. Le premier top, c'est CCM, dont on a essayé dans son concession en exclusivité la première Scrambler CCM qui a annoncé exporter ses modèles en France, notamment en Allemagne, en Italie, en Espagne. CCM, c'est une vieille marque de cross, une marque anglaise qu'on connaît, mal connue encore, mais dont les modèles les modèles néo-rétro connaissent un succès fulgurant en Angleterre. Et là, ils vont devoir s'adapter aux normes européennes, puisqu'en Angleterre, les normes sont un peu plus souples qu'en France. Mais elles le seront encore plus demain, je crois. Avec le Brexit, vraisemblablement, on peut penser qu'ils vont s'affranchir d'un certain nombre de règles. Oui, alors ça ne les effraie pas, hein, le Brexit, mais bon, ils ont annoncé, CCM, que ce serait un peu cher à homologuer leur machine. Bah c'est clair, hein, comme le disait Jacques, d'un côté on n'est pas laxiste mais on est permissif on va dire, et de l'autre côté tu dois t'adapter à une réglementation, donc ça va faire quasiment 2 productions pour le même modèle quasiment. Autre marque, autre top, c'est Harley Davidson qui arrive avec un wagon de surprise avec un trail notamment. Est-ce qu'on s'attendait à un trail, Eric, du côté de chez Harley? Non, pas vraiment. En plus, le look est plutôt réussi. Après, bon, l'esthétique, on va dire que c'est une affaire tout à fait personnelle. Donc, mais oui, les modèles qui ont été présentés au cœur de l'été sont un peu surprenants. Ouais. Alors, on passe au flop avec, justement, on reste sur Harley Davidson et l'appel au boycott de Donald Trump, c'est tout récent. Et puis, le président américain fait encore des siennes. Et là, il a ciblé la marque américaine qui avait décidé de construire une usine de production en Europe, justement, pour éviter la guerre des taxes. Donc voilà, c'est le premier flop. Le deuxième, c'est l'annulation du Grand Prix de Grande-Bretagne. Ça n'était pas arrivé depuis 1980. Oui, alors, petit détail, il y a un Grand Prix qui avait été reporté. Il faut se souvenir que le Grand Prix du Qatar, il y a quelques années, avait 2006 ou 2008, mais c'était pour deux. Enfin, il y avait la pluie, mais c'est surtout par rapport comme c'était un Grand Prix en nocturne, c'était l'éclairage qui éblouissait avec la réverbération de l'eau. En effet, mais il l'avait repoussé. Ah oui, donc oui, il n'avait pas eu lieu le dimanche, mais le lundi. Alors, le circuit de Silverstone, tu connais bien, Jacques, puisque tu as... Il en reste plus grand-chose hein, de celui... Comment il était à l'époque? Est-ce que les conditions étaient les mêmes quand tu as remporté le Grand Prix? Alors, bon, c'était sec, hein, donc en effet, on n'a pas eu de problème d'humidité. Par contre, le circuit a complètement changé. Hein. À l'époque, c'était des grandes courbes très rapides. Et aujourd'hui, alors j'ai utilisé le terme, on l'a émasculé. Aujourd'hui, vraiment, les virages sont devenus des virages serrés. Même si ça reste globalement un circuit plutôt rapide, par rapport à mon époque, il a complètement changé. Et il n'y a plus ces grandes courbes qui passaient à 220 comme de bon temps. Et les bosses? Non,
Non, moi, je n'ai pas souvenir d'un circuit particulièrement bosselé, mais il faut aussi savoir qu'à cette époque, on roulait encore sur certains circuits routiers. Hein. Il y avait encore Imatra, il y avait encore l'ancien circuit de Brno. Alors, vous savez, quand vous roulez à 200 sur des routes ouvertes, un circuit, même un petit peu bosselé, ça reste un billard. Hein. Alors, justement, on va en reparler dans le sport de ce Grand Prix notamment. Mais avant ça, on va regarder une nouvelle rubrique de Sans Concession. C'est le Moto Scan, la revue de presse pimentée de Quentin, l'un de nos nouveaux chroniqueurs. On regarde ça maintenant. Salut à tous, pour cette première revue de presse, je propose de continuer un peu les vacances en parlant voyage. Voyage avec un S, donc c'est le titre d'un nouveau magazine. C'est plein de trips vers plein de destinations avec plein de machines différentes, donc c'est très varié, très agréable à lire, vraiment très sympa. Par contre, gros pouce en bas pour leur rubrique mode d'emploi. Moi je m'attendais à des tutos, en fait c'est tout simplement 15 pages de présentation de produits, de catalogue, quoi, donc vraiment sans intérêt, donc s'il vous plaît, ne faites plus ça. Voyage aussi dans le dernier Moto Heroes. Alors attends, c'est là, non, pub, ouais, voilà. Donc page 211, c'est ça, tu as un super portrait de Ted Simon, donc c'est un gars qui a voyagé pendant 4 ans autour du monde dans les années 70. Donc c'est un très beau portrait pour quelqu'un qui a écrit un très beau bouquin, ça s'appelle Les Aventures de Jupiter, et ça aussi je vous conseille de le lire, c'est vraiment super sympa. Et voyage en vidéo avec Laurent Cochet, qui cette fois amène le stunter Jorian Ponomarev dans un trip en Mongolie. Alors bien sûr c'est du featuring comme on dit entre youtubeurs stars, ça fait des vues, mais pour le coup ça fonctionne vraiment très bien. Ça fonctionne même un peu trop bien puisque ça donne vraiment envie de partir en Mongolie. Alors plus sérieusement, je vous conseille de voir le vlog qu'a fait Jorian en complément de la vidéo de Laurent en fait. Ça fait une sorte de making of, ça donne 2 points de vue et c'est vraiment très sympa. Voilà, cette petite revue de presse est déjà terminée, donc je vous dis à bientôt et moi je retourne bouquiner aux chiottes. Merci Quentin pour cette revue de presse pimentée et on passe maintenant au débrief sport. Le sport, maintenant on en a parlé dans les flops avec l'annulation du Grand Prix de Grande-Bretagne. Et puis, est-ce que ça se passe pareil dans le Superbike, Christophe, que tu vas rejoindre l'année prochaine? C'est le même promoteur, hein, Dorna, qui maintenant s'occupe du Superbike. Donc a priori, il y aura pas mal de similitudes. Pour revenir à Silverstone et au flop dont vous parlez, c'est toujours difficile de trouver des responsables. Malgré tout, il y avait quand même une pluie vraiment très dense qui empêchait à un moment donné effectivement de rouler. Et après, on peut imaginer tous les scénarios. Aucun n'a eu lieu. Le plus logique aurait peut-être été que ça roule lundi. Et puis j'ai bien aimé l'attitude de Loris Baz, qui avait envie de rouler. Ouais. Il avait tout intérêt à rouler, hein. Il était invité pour une course et puis lui il aime bien ces conditions un peu dantesques, Loris. Oui, puis à un moment donné il y a moins d'eau, donc on peut se demander. Maintenant c'est vrai que c'est toujours très difficile, là c'est toujours très délicat de chercher des responsables, de vouloir à tout prix trouver un fautif à l'affaire. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'il y a effectivement 90 000 spectateurs sur le circuit qui n'ont pas vu de course. C'est plutôt pour eux, je pense que c'était dur. Alors, est-ce que, justement, évidemment, la sécurité, c'est indiscutable, mais est-ce que des intérêts des uns et des autres n'ont pas surnagé et amené à prendre ces décisions? Après, il y aura forcément toujours des grincheux pour dire que ça arrange Marquez parce que voilà, il y a un Grand Prix de moins et que ça le rapproche du titre. Mais honnêtement, je vois pas. Non, mais c'est pas ce que je pense. Mais honnêtement, je pense que c'était quand même compliqué. Après, lancer les pilotes, je pense qu'il y a eu un moment sur un plateau d'émission de télé, il y a eu aussi une question de sécurité par rapport à la visibilité. Et c'est vrai que, comme le dit Christophe, si les motos roulent
Au bout d'un moment, l'eau, elle va finir par s'évacuer, même si le drainage de la piste était perfectible. S'il s'arrête de pleuvoir. Voilà, s'il s'arrête de pleuvoir. Mais à un moment, on va dire, parce qu'à un moment, il avait même été envisagé que le Grand Prix fasse que 10 ou 12 tours. Mais ça n'a aucun rapport avec la sécurité, parce que les problèmes auraient été les mêmes. Et les projections d'eau et la visibilité auraient été vraiment très critiques dans les 5-6 premiers tours. Et c'est là où je pense je crois qu'il faut accepter à un moment donné que la fatalité s'en mêle. Et puis voilà, il faut accepter la fatalité. Lorsqu'on ne peut pas rouler, on ne peut pas rouler. Vous savez, en vitesse, ça arrive rarement, mais en motocross, ça arrive souvent. En motocross, lorsqu'il pleut beaucoup, et bien souvent on annule des compétitions. Alors, on va en reparler du motocross, justement. Il faut se rappeler aussi, pour revenir là-dessus, c'est qu'on a eu un bol d'or il y a une année où on a fait 3 départs à cause de la pluie. On a eu 3 départs de bol d'or. On a arrêté la course à 9h du matin. Voilà, on pouvait pas rouler. Bon, moi j'ai souvenir, Christophe, j'ai fait les 24 heures de Spa, 24 heures sous la pluie. On l'a fait. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de courir ou de faire courir tes pilotes dans des conditions comme celle-ci? Oui, déjà les 24 heures de Spa, on les a fait ensemble, c'était en 94. Et ensuite, le Bol d'Or 96. Alors moi, c'était 2000. Hein. Ah, c'était en 2000. Alors en 94, c'était 24 heures. En 94, il n'était pas né. Hein. Alors en 94, 24 heures de pluie. J'avais pas mon permis. Du début à la fin. Pareil. Voilà. Mais bon, pas d'arrêt. En revanche, à 2, lors de grandes compétitions, donc le Bol d'Or 96, je me rappelle très bien, malheureusement, parce que d'ailleurs j'étais l'un des premiers pilotes à chuter. Je m'étais classé avec les véhicules. J'étais avec Jean-Yves Mounier, qui faisait son premier bol avec nous. Et la course a été stoppée jusqu'au matin. Donc il y a eu plusieurs heures d'arrêt parce que la piste était beaucoup trop dangereuse. Effectivement, visibilité, aquaplaning, on connaissait déjà au Ricard. Alors Jacques, tu parlais tout à l'heure de motocross et des conditions dantesques qu'on pouvait parfois rencontrer dans les courses de motocross. Le motocross est une discipline qui nous a apporté de nombreux titres, qui en apporte encore à la Fédé, et c'est un de tes combats justement de faire reconnaître la moto comme un sport majeur au niveau des titres mondiaux. Mais notre discipline, c'est qu'on est un sport de grand spectacle, à grand spectacle, qui passionne les foules, mais dont on a du mal à faire reconnaître l'importance au niveau des grands médias notamment. On ne nous met pas toujours au niveau où on devrait nous mettre en termes d'importance par rapport à d'autres disciplines sportives. Justement, alors, on ne va pas lâcher l'affaire, il faut continuer. Tu disais tout à l'heure que la France a été multiple championne par équipe. C'est bientôt le MX des Nations, donc championnat du monde par équipe. Ça se passe à Redbud, aux États-Unis. Ouais. C'est la 72e édition du Grand Prix des Nations, c'est le 6 et 7 octobre. La sélection est faite, Romain Fèvre, Gauthier Paulin, Dylan Ferrandis, une 5e victoire consécutive. En tout cas, c'est l'objectif. Alors, ça va être très difficile. Les Américains sont très forts. Mais en tout cas, on a fait une sélection qui est un petit peu contestée. Mais en tout cas, on considère que c'est la meilleure avec les garçons les plus motivés du moment. Et on part pour gagner. Oui, alors, pour être franc et pour aller au direct, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que Marvin Musquin ne soit pas là? Puisque dans l'absolu, on est toujours plus intelligent après, etc. Mais il est aux États-Unis. Redbud, c'est l'un des circuits où il performe le plus. Il y a la notion que tu avais soulignée de Gauthier Paulin, qui est le capitaine emblématique de l'équipe de France. Est-ce que c'était, sportivement parlant, le meilleur choix? Est-ce qu'on peut revenir une dernière fois sur cette sélection? À l'évidence, on a fait ce choix-là, c'est parce qu'on considère que c'est le meilleur. Et en tout état de cause, j'ai déjà répondu. On a pris les garçons qui nous ont apparu, qui nous ont semblé les plus motivés pour ces nations. Alors, il y aura d'autres disciplines par équipe. Il y aura le Supermoto des Nations. Ça se déroulera à Guadalajara en Espagne le 30 septembre avec Thomas Charrer, Sylvain Bidard et Laurent Fath. Et il y aura également une épreuve. On est champion sortant également, je le rappelle simplement au passage. Encore une fois, il faut mettre la pression dans les médias. Et une épreuve d'enduro également, les ISDE qui se dérouleront également en cette fin d'année. Grosse actualité, là aussi on a une équipe très performante. Au Chili, là je crois qu'on a, à chaque fois, depuis la fin des années 80, depuis 2008 je crois, à chaque fois qu'on a participé à cette épreuve, parce que 2 fois on n'y a pas participé, à chaque fois on a gagné. Et alors justement, une équipe championne du monde, le GMT a été champion du monde 3 fois en endurance, Christophe, et le GMT se lance un nouveau défi. Tu peux nous expliquer ? Oui, alors c'est à la fois nouveau et pas nouveau. Ça fait depuis très longtemps, depuis mes débuts, que la vitesse, ça me tient beaucoup à cœur. Il n'y a pas eu de saison en 30 ans de compétition sans un investissement en championnat de France d'une manière ou d'une autre.
Et puis, pour l'instant, on a des réussites en endurance, on en a en championnat de France, mais ça n'a pas encore été le cas en vitesse mondiale, même après même quelques tentatives. Le but, c'est quand même aussi de créer une écurie française pour la vitesse. Il n'y en a pas beaucoup. On sait qu'il y a Tech 3. Il y a quelques écuries qui tentent leur chance. Il y a celle d'Alain Brenec. Mais il y en a relativement peu, alors qu'en endurance, il y a foison. Et c'est vrai que de se lancer ce nouveau challenge, de se dire qu'on va rentrer dans la vitesse mondiale, permettre à de jeunes pilotes d'éclore peut-être, c'est toute l'ambition que nous avons. Alors, tu as fait ton choix au niveau des pilotes, justement ? Le choix, c'était de partir avec un jeune, après le début un peu difficile avec Magdimé Clio, le soutien de la fédération. Merci Jacques Bonne, merci la fédération de soutenir les projets en direction de la vitesse mondiale, quels qu'ils soient. Nous ne sommes pas seuls, mais on en fait partie. De partir sur un jeune, je dis merci parce qu'on part sur un jeune qui n'est pas très connu, Corentin Perolari. Et la chance, avec les partenaires que j'ai, c'est de pouvoir lui laisser du temps. Donc pour le moment, il a fait 3 courses, il en reste encore 4. Et on veut lui donner toutes ses chances sur les 4 courses à venir. On se donne à fond, maintenant que Suzuka est fini, qu'on peut être investi complètement dans ce projet. On va donner tout ce qu'on peut, toute notre énergie pour permettre à Corentin de briller, de prouver le talent que nous pensons qu'il a. Christophe, sinon c'était pas compatible de mener les 2 projets de concert, ou à minimum de garder une implication sur les courses françaises en endurance par rapport à ce nouveau projet ? A priori, c'était compatible. Quand j'ai rencontré mes partenaires, dont Jacques Boll il y a maintenant plus d'1 an, j'ai dit à tout le monde, je pense que c'est possible de faire le 24 heures du Mans, le bol d'or et le championnat du monde de vitesse. Le problème, c'est que la nouvelle est tombée en octobre-novembre, le calendrier, et donc toutes les dates de toutes les courses se sont retrouvées ensemble. Oui, parce qu'en fait, là, le prochain bol d'or, c'est en concordance de date avec Portimao. Portugal. Et t'as pas de frères jumeaux? Non, et c'est vrai que l'engagement vitesse, il est difficile. Alors après, finalement, c'est peut-être pas plus mal pour nous qu'on puisse se concentrer à 100% et uniquement sur le programme de vitesse. Après tout, on est engagé vers ça et allons-y à fond et mettons-y tous les moyens. Et il n'y a aucun regret. C'est comme ça. Peut-être qu'on aurait gardé les 2 s'il n'y avait pas eu de concordance de date, mais en même temps, c'est peut-être pas plus mal de pouvoir nous investir à fond. On a peut-être un espoir de te revoir en endurance alors, de revoir le GMT en endurance peut-être. Pour l'instant, je dirais que c'est vraiment 100% concentration sur la vitesse. On veut réussir ce challenge. On doit être un jour champion du monde de vitesse. Donc on oublie complètement l'endurance, même si mon cœur reste à fond pour l'endurance, que je suivrai les 3 pilotes qu'on a eus, et puis les autres d'ailleurs aussi, et qu'on suivra la course avec beaucoup d'attention. Après, il n'y aura pas de retour en endurance. Merci Christophe, on va suivre ça de près, ton nouveau challenge avec tes jeunes pilotes. Et puis un jeune pilote, on va en accueillir un sur le plateau de Sans Concession pour le débat. Mais auparavant, on va accueillir Valentin pour la rubrique Technoshop. Alors on a annoncé de nouvelles rubriques, de nouveaux chroniqueurs dans Sans Concession, mais on garde les anciens, même s'ils sont jeunes. Merci Valentin de nous avoir rejoints. Salut David, salut à tous. Alors, ta rubrique, c'est le Technoshop. On en Voilà. verra encore cette saison des Technoshops. Et tu vas commencer par quoi? Alors, je vais commencer avec les dispositifs réfléchissants de la marque française V-Fluo. Et en quoi ça consiste exactement? Marque française, hein? Oui, marque française, fabriquée en France du côté de Strasbourg. Alors bon, on sait tous que les dispositifs réfléchissants, c'est important d'être bien visible à moto, pour des raisons de sécurité évidemment, pour des raisons aussi de légalité, puisque un casque sans réfléchissant, c'est un casque qui n'est pas homologué, donc c'est 3 points, 90 €, voire 135. Voilà, ça peut coûter un peu cher. Voilà, donc la société V-Fluo qui propose toute une gamme d'éléments réfléchissants pour le motard et sa moto. Ça commence avec leur produit phare, c'est les stickers donc pour casque. Les stickers de couleur, c'est-à-dire qu'ils permettent de conserver un look un peu sympa, mais tout en restant suffisamment réfléchissant pour être homologué. Il y en a des noirs, des bleus, des rouges, bref, toutes les couleurs, sauf le gris d'origine. Des noirs, oui. Les stickers réfléchissants noirs, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Voilà, et il y en a de plus en plus et c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien. Et tu penses que quand tu vas te faire arrêter, les agents verbalisateurs, ils seront au courant de ça? Parce que mon sticker noir, comme dit Jacques, il est réfléchissant. Ça commence, ils sont de plus en plus au courant. Puis après, y a un test tout simple à faire, c'est prendre en photo avec le flash et on voit tout de suite que gris ou noir finalement, dans la nuit éclairé, c'est la même chose. Et donc ils font ce genre de sticker
pour les casques évidemment, ils font ça aussi pour les motos, c'est-à-dire tout ce qui est filet de jantes, bandes réfléchissantes un peu plus grandes, et ils proposent également tout ce qui est vêtements, c'est-à-dire brassards, gilets qui eux ne sont pas obligatoires mais qui peuvent être utiles, et également vêtements, puisqu'ils ont d'ailleurs une nouveauté qui s'appelle le sweatshirt Full Protect, qui ressemble à n'importe quel sweat à capuche classique, sauf qu'il intègre des éléments réfléchissants évidemment, mais aussi des protections coudes et épaules, une dorsale, et il est fabriqué en textile renforcé de fibre Dupont Kevlar, qui est résistante à l'abrasion, donc ça c'est pas mal pour mêler vraiment confort et sécurité. On passe au débat maintenant avec l'accès à la compétition pour les plus jeunes. Esteban Luzio nous a rejoint sur le plateau sans concession. Salut Esteban. Bonjour à tous et à toutes. Tu étais déjà venu à la Fédération française de moto ? Non, jamais. C'est la première fois. Et donc, toi, tu as participé le week-end dernier à la course sur le circuit Carole en catégorie Objectif Grand Prix OGP, c'est ça ? Voilà, c'est Thierry Capella qui organise ça. Donc, c'est des 250. Il y a plusieurs modèles, Yamaha, Honda. Et pour débuter, c'est l'idéal. Et toi, ta moto, c'est quoi ? C'est une Moriwaki, donc c'est une Honda, châssis Moriwaki. Elle fait combien de chevaux, cette moto ? Le règlement, c'est 38 pour les qualifications et en course, c'est 38,9. Ah ouais, ça se joue à... Oui, donc la puissance est limitée et elle est contrôlée. Elle est contrôlée. D'ailleurs, ce week-end, il y a 2 garçons qui ont été déclassés parce qu'ils étaient passés au-dessus de la limite, au-dessus du maximum. De beaucoup, non ? Ils étaient passés au-dessus, c'est suffisant. Ouais. Hein. Donc, lorsqu'on a un cheval au-dessus, c'est considéré comme ne plus être conforme. Ouais. Tu as quel âge ? 17 ans. Et ça fait combien de temps ? C'est ta première saison ou tu étais déjà là l'an dernier ? J'ai fait l'an dernier l'Objectif Grand Prix. Donc, c'est ma 3e saison de pilote. J'ai commencé la moto il y a seulement 3 ans. Il y a 3 ans, je ne savais même pas passer les vitesses. Donc, j'ai commencé au circuit Carole avec un stage de la Fédération française. Et maintenant, c'est ma 2e année en Objectif Grand Prix et peut-être 3e, on verra. Donc ça dépend un peu du budget, mais aussi des études. Le budget d'abord ? Le budget, les sponsors surtout. Malheureusement, nous, il y en a un qui nous a quitté début de saison, notre plus gros sponsor. Du coup, ça nous a un peu pénalisé pour toute la saison. On a quand même réussi à trouver le budget pour la saison. L'année prochaine, ça s'annonce compliqué, mais jusque-là, on a toujours su s'en sortir. On verra pour la prochaine. L'idée, c'est de poursuivre sur Objectif Grand Prix ou éventuellement de passer un cap, éventuellement d'aller rouler à l'étranger ou de changer de catégorie ? À l'étranger, ça peut être difficile, surtout pour mon père, parce que c'est surtout mon père qui organise tout. Et donc, pour l'instant, on va rester en France, je pense. Surtout pour je débute, donc il faut que je prenne encore de l'expérience. Passer sur une autre catégorie, ça peut s'envisager. Mais cette formule est très bien pour l'instant. Et au niveau des études, comment tu te débrouilles ? T'es en quelle classe ? Alors cette année j'étais en première et je vais passer en terminale donc l'année prochaine. Donc je fais un bac STMG. C'est quoi exactement ? Alors STMG c'est donc là je me suis spécialisé dans la SIG, donc c'est la plus technologique. Et au niveau des études ça va, j'arrive à concilier les deux. Parce que surtout, mon proviseur a les horaires et le calendrier de course. Du coup, au niveau des absences, on arrive à justifier, il sait quand je suis pas là et quand je suis là. C'est bien ça, parce que... C'est très variable. Hein. On a clairement des proviseurs qui mettent de la bonne volonté en la matière, et notamment pour nos sportifs de haut niveau. Mais souvent, à la fédération, on est obligé de passer des coups de fil au rectorat pour que les chefs d'établissement soient un peu plus compréhensifs, parce que c'est pas toujours évident, et ça dépend en fait de la personnalité du chef d'établissement. Ouais, c'est au jugement de chacun. Donc toi, au niveau de ton énergie, parce que bon voilà, il y a le bac en fin d'année prochaine, tu arrives à gérer ça, les courses, les week-ends de course enchaînés avec une semaine de classe ? Parfois c'est compliqué parce qu'on rentre le lundi matin et je reprends directement les cours le lundi matin aussi. Mais j'arrive à rattraper dans la semaine. J'ai des amis qui me passent des cours et on arrive à rattraper. Donc on ne demande pas à Adrien de te filer des jeux vidéo en plus, quoi ? Moi aussi, je suis preneur. mais sur ce point, il faut quand même rappeler qu'il y a des garçons
qui ont réussi totalement leurs études, qui sont devenus ingénieurs tout en poursuivant des compétitions, des championnats, et à haut niveau, puisque Louis Bull, par exemple, c'est un garçon qui se bagarre pour le titre en 600 Super Sport et qui parallèlement est devenu ingénieur. Ouais, il est ingénieur d'ailleurs à haut niveau et il a réussi à concilier, même à revenir d'une grave blessure. C'est une performance. On l'avait rencontré d'ailleurs avec Éric Communier dans le cadre de Un motard, une histoire. Louis Bull a un grand parcours. Les jeunes, Jacques, quelles sont les formules pour les jeunes? Quelle est l'approche de la fédération pour la détection des jeunes talents? Voici un exemple d'un garçon qui a débuté le sport moto, débuté la compétition à travers une formule mise en place par la fédération. Et donc on a en place, et notamment avec Alain Brenec, on travaille beaucoup là-dessus, on met en place toute une série d'opérations de détection et qui fonctionnent bien globalement. Mais ce qui est important derrière, c'est de donner la possibilité de concourir, de participer à des compétitions très jeunes. Et donc ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, en dessous de 14 ans, on n'avait pas le droit de courir. Voilà, j'allais te demander l'âge. Aujourd'hui, c'est plus vrai du tout. Aujourd'hui, on peut courir, on peut commencer à faire des compétitions avant même 10 ans. Les promosport 125 par exemple, c'est 10 ans aujourd'hui. Donc vraiment, on peut commencer la compétition très très jeune, si on le souhaite évidemment. Mais c'est plus du côté des parents qu'il y a des réticences qu'au niveau de la réglementation aujourd'hui. D'accord. La FFM a mis en place notamment une école motocycliste itinérante aussi. Oui, tout à fait, avec Alain Brenec, c'est ce qu'on a mis en place et ça marche très bien. Les différentes disciplines, est-ce qu'il y en a qui se prêtent plus à la détection de jeunes talents très jeunes? Il y a une compétition qui s'appelle le 25 Power, qui en effet est sans doute la discipline qui se prête le mieux à la détection, mais derrière on a les promosports, derrière on a l'Objectif Grand Prix par exemple. C'est une opération qu'on a montée donc avec Thierry Capella et qui, comme Esteban l'a dit, ça marche bien, ça fonctionne bien. Donc l'Objectif Grand Prix, il y a quoi comme catégorie? Les Moto 3? C'est des pré-moto 3, oui. Objectif Grand Prix, c'est... Après, il y a plusieurs marques, comme j'ai dit. Donc, ça peut valoir entre les châssis et les moteurs. Mais sinon, on est tous au même niveau, niveau des chevaux, parce qu'on est tous limités à 38. Et après, ça joue au pilotage. Est-ce qu'il y en a d'autres, des organisateurs de courses comme Thierry Capella en France? Non, en France, non. Mais par contre, il y a d'autres possibilités de filières à l'étranger. Encore une fois, moi je ne prétends pas avoir le monopole. Si un garçon souhaite faire son apprentissage de la compétition à l'étranger, pourquoi pas? Il y a une époque où la grande mode c'était l'Espagne, ça l'est beaucoup moins aujourd'hui, mais il faut vous rappeler qu'à l'époque la Dorna était derrière l'organisateur espagnol. Bon, c'est plus vrai aujourd'hui et on voit en fait que les garçons aujourd'hui souvent reviennent en France. Alors, enfin, il y a quand même un sacré niveau en Espagne. La préparation. Aujourd'hui, on a... Je dis simplement que les Français vont beaucoup moins en Espagne aujourd'hui que de par le passé. Je trouve qu'on est un peu en décalage parce qu'aujourd'hui, on a nos têtes d'affiche, nos têtes de pont, c'est Johan Zarco, c'est Fabio Quartararo, c'est Corentin Perolari qui va atterrir chez Christophe. C'est des garçons qui ont fait tout leur cursus en dehors de la France. Et à l'époque, il y avait eu l'équipe de France qui avait été créée avec Olivier Jacques et Régis Laconi qui restent aujourd'hui les deux figures de proue qui ont été sorties par cette filière-là. Aujourd'hui, on a plus l'impression qu'il manque un étage à la fusée, si je peux me permettre, au niveau de la fédération. Si l'étage, c'est avoir une équipe en Grand Prix... Non, pas forcément, mais je veux dire... ce que tu évoques à l'instant, c'est clairement, c'est plus possible aujourd'hui. Ça coûte beaucoup trop cher et même la fédération française n'a pas les moyens. Et puis bon, j'ai d'autres disciplines à gérer aussi. Bien sûr, non, consacrer tout l'argent de la fédération à la vitesse. Il y a d'autres disciplines. Je rappelle que la majorité de mes licenciés, ce sont des garçons qui font du motocross. Voilà, donc on ne peut plus refaire ce qu'on avait fait il y a maintenant plus de 10 ans. En effet, nous on compte beaucoup sur l'ensemble du milieu du sport moto là-dessus, comme c'est vrai aussi en Italie ou en Espagne. Il ne faut pas penser que c'est les fédérations espagnoles ou italiennes qui permettent d'avoir, qui engagent les garçons en Grand Prix. Ce sont des écuries privées avec des sponsors privés. Oui, bien sûr. Mais après, enfin, je m'excuse. Après, par exemple, Alain Brenec qui fait de la détection. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut citer un nom qui est sorti de ce cursus? C'est ça que je veux dire, c'est qu'on a du mal à percevoir le chemin et les pilotes qui arrivent à travers cette détection. Non, mais là, en l'occurrence, c'est quelque chose qu'on a mis en place il y a 2 ans. Donc, tu sais très bien qu'entre le moment où on commence à détecter un garçon et le moment où il arrive en Grand Prix, où il se passe 3, 4, 5, 6, 10 ans peut-être. Donc, mais oui, il y a des garçons aujourd'hui qu'on commence à voir qui sont intéressants. Et moi, je pense qu'on a aujourd'hui ciblé 1 ou 2 garçons qui seront sans doute les champions de demain. Et
La Dorna, on en parlait, a mis en place le programme Road to MotoGP avec plein de formules, la Red Bull Rookies Cup, l'Asia Talent Cup, la British Talent Cup. Est-ce qu'ils vous ont contacté pour une French Talent Cup par exemple? Non, mais visiblement, la Dorna, vous savez, veut internationaliser les Grands Prix. Donc il faut faire venir des pilotes indonésiens. Précédemment, il n'y avait que des Européens, quasiment. Quelques Américains, quelques Africains du Sud, mais la quasi-totalité, des Japonais peut-être, mais la quasi-totalité des pilotes, ou en tout cas 90%, c'était des Européens. Elle veut internationaliser tout ça et c'est pour ça qu'elle a mis en place ces formules sur d'autres continents. Elle considère qu'en Europe, le travail qui est fait, je dirais, naturellement, notamment par les fédérations, pas uniquement, est suffisant. D'accord. Eh bien, on va suivre les jeunes talents, on va suivre ton parcours, Esteban. On remercie la fédération de nous avoir accueillis. Merci Jacques de nous avoir accueillis ici, avenue Parmentier à Paris, au siège de la Fédération française de motocyclisme. Merci David. Et puis Eric, nous, on va se retrouver dès la semaine prochaine chez un concessionnaire pour un nouvel épisode de Sans Concession. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, David. Salut à tous et à la semaine prochaine.